partenarial qui a été lancé en mars dernier, lancé par la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes sur ce sujet de la sobriété et de l'efficacité hydrique des entreprises. Donc, ça repose sur différentes actions, notamment des actions d'information et de sensibilisation des entreprises sur ces sujets. Ainsi, avant l'été, il y a eu dans chaque département soit des réunions, soit des webinaires pour vous donner des informations, vous présenter en détail tout ce qui relève du cadre réglementaire avec les arrêtés sécheresse. Donc ça s'est tenu avant l'été. Il y a d'autres actions qui sont réalisées également, notamment des vidéos qui ont été tournées pour présenter les bonnes pratiques dans certains secteurs d'activité. Et donc, en complément, aujourd'hui, ce webinaire qui s'adresse donc aux entreprises non industrielles, dont toutes les autres activités, notamment le commerce, le tourisme, etc. Et l'objectif, c'est de partager avec vous des solutions concrètes pour réduire vos consommations d'eau au sein de votre entreprise. Donc, découvrir notamment des bonnes pratiques qui ont été menées dans des entreprises chez vos confrères, donc à travers des témoignages, et également découvrir des solutions d'accompagnement, donc des aides pour mener ces actions. Donc, au sommaire, nous verrons d'abord un rappel des enjeux de l'eau et des différents usages de l'eau. Les usages, justement, les utilisations de l'eau dans les entreprises, les éco-gestes, qu'on appelle les éco-gestes, et les bonnes pratiques qui seront après illustrés par les témoignages. Et donc, comme je le disais, en dernière partie de ce webinaire, les aides disponibles pour accompagner vos projets. Donc, à l'issue des témoignages, nous prendrons une première série de questions, et puis vous aurez une deuxième partie tout à la fin, après les aides financières. Alors, les enjeux de l'eau. Donc, aujourd'hui, la transition écologique doit aussi se faire sur la partie ressources en eau. C'est devenu inévitable. On a 4 phénomènes. On a d'une part le changement climatique et le dérèglement climatique qui va entraîner une réduction de la disponibilité de l'eau. Et on a d'autre part les activités humaines, donc qui vont se traduire par la surexploitation des ressources, une dégradation aussi des ressources, donc des pollutions, et puis une anthropisation des milieux naturels, c'est-à-dire des actions qui sont menées comme l'imperméabilisation des sols ou l'assèchement des zones humides, qui vont perturber le cycle de l'eau. Et donc, tous ces facteurs, toutes ces interventions font qu'aujourd'hui, on a moins d'eau à partager entre tous les usagers. Donc, on a vraiment un enjeu collectif de faire évoluer chacun nos usages de l'eau pour que l'on puisse continuer à fonctionner dans nos usages avec moins d'eau. Donc, ces restrictions s'appliquent à tous les usagers. Pour juste un point sur l'aspect un peu réglementaire, donc vous connaissez sûrement les arrêtés préfectoraux qui sont portés par le préfet. Donc, en fait, il y a un suivi de la ressource en eau qui est fait sur chaque territoire. Il y a un arrêté préfectoral cadre qui va définir donc le cadre de la sécheresse et les restrictions qui s'appliquent. Donc, sur chaque territoire, il y a différents bassins qui sont identifiés avec les conditions qui sont bien précisées de passage dans l'un ou l'autre des États. Donc, il y a un suivi permanent qui est fait. Et puis, le préfet va placer des secteurs en alerte. Donc, vous avez le premier niveau vigilance, le niveau 2, l'alerte, le niveau 3, l'alerte renforcée, le niveau 4, crise. Donc, ça se traduit par des arrêtés préfectoraux temporaires qui sont publiés et qui viennent placer les secteurs en niveau d'alerte. Et donc, tout ça se traduit par des restrictions.
Donc ces restrictions s'appliquent suivant les usages, suivant les types d'usages, il y a des distinctions. Et donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on va avoir par exemple des restrictions sur l'entretien des végétaux, sur l'entretien des terrains d'activité sportive comme les golfs, sur les piscines aussi, notamment. Donc, c'est quelque chose à suivre. Je pense que vous le suivez déjà. Vous avez déjà des informations et vous pouvez retrouver notamment sur le site vigio.gouv.fr le positionnement du secteur, sur quel niveau d'alerte vous êtes, et puis après accéder aux arrêtés et donc aux restrictions qui s'imposent à vous. Sur la gestion de l'eau, sur l'utilisation de l'eau dans les entreprises, on a deux types d'usages. L'usage domestique d'une part et l'usage économique. Donc l'usage domestique, donc, il s'applique à toutes les activités, c'est tout ce qui est lié aux usages sanitaires, tout ce qui est lié à l'entretien, donc que ce soit ménage, entretien, arrosage des espaces extérieurs, tout ce qui est lavage de véhicules, etc. Et après, on a l'usage économique qui est lié purement à l'activité. Donc, la transition hydrique, c'est une contrainte puisqu'on a des restrictions, mais c'est aussi un levier de performance économique qui doit être étudié aussi dans ce sens-là, et de performance économique, voire de performance commerciale pour des activités de tourisme comme les vôtres. C'est aussi un moyen de montrer l'engagement de son entreprise. Alors, pour parler de ce qu'on appelle les éco-gestes, c'est-à-dire les gestes de base qu'il faut mettre en place pour permettre d'économiser l'eau, puisque donc on voit, donc on a une première série, c'est tout ce qui concerne le suivi de ces consommations. Donc pour ça, il faut regarder sa facture, mais ça ne suffit pas. Il faut suivre son compteur et il faut installer des sous-compteurs en fonction de votre implantation. Si vous avez, mettons, un camping assez grand avec différents secteurs, les mobil-homes, etc., pour pouvoir identifier la provenance d'une fuite. Donc ça, c'est très, très important et c'est fondamental, c'est le premier point. Il y a des petits pictogrammes qui montrent les conséquences d'un robinet qui fuit en goutte à goutte, c'est 35 mètres cubes par an, d'un filet d'eau, c'est 140 mètres cubes par an, d'un WC qui fuit, c'est 220 mètres cubes par an, et d'un écoulement continu sur un robinet, par exemple, c'est 550 mètres cubes par an. Donc, ça peut multiplier par le nombre d'établissements, etc. Ça peut vite être important. Donc, ça, c'est le premier point à travailler. Deuxième point, c'est tout ce qui concerne les petits équipements sur la robinetterie, on va dire. Donc, avec des équipements de mousseur, des robinets poussoirs qui vont permettre d'arrêter automatiquement l'eau, et aussi de travailler sur la durée, la temporisation de l'ouverture du robinet. Tout ce qui est au niveau réducteur de débit et mitigeur d'eau chaude, tout ça, ça va permettre de réaliser des économies sur ces équipements avec une utilisation qui semble la même. Et il y a également les chasses d'eau avec un système à double chasse qui permet de faire des économies d'eau également. Autre point, c'est lors des opérations de nettoyage. Donc, fonctionner par exemple avec des raclettes au lieu de jets d'eau, et aussi se questionner sur le nombre de nettoyages nécessaires par rapport à l'activité et aux règles qui s'imposent. La question de la sensibilisation des collaborateurs d'une part, mais aussi des clients. Alors les collaborateurs, forcément, il faut les impliquer, il faut les former, il faut travailler avec eux, mettre en place des systèmes d'alerte par rapport aux fuites, c'est-à-dire si quelqu'un repère une fuite sur un point de votre installation, de votre équipement, de pouvoir faire remonter tout de suite cette information, qu'elle puisse être traitée. Il faut mettre en place une petite procédure à ce niveau-là.
Et au niveau des clients, puisque vous avez, c'est le cœur de votre métier, au niveau des clients, c'est aussi, faire de l'affichage, apporter des recommandations par de l'affichage ou d'autres types d'informations, au niveau de vos clients. Ça peut être aussi les impliquer, par exemple, organiser, un concours, de ceux qui utilisent le moins d'eau, ou c'est des choses qui peuvent se faire. Vous pouvez aussi travailler avec, impliquer vraiment les clients, sur ce sujet. Autre point, les appareils qui consomment de l'eau, les lave-linges, notamment. Donc lors du remplacement, comme pour, les économies d'énergie, les indications d'eau sont indiquées sur les étiquettes. Et sans parler de remplacement, mais aussi dans l'utilisation, il faut remplir au maximum, ces appareils, utiliser le programme éco. Voilà. Pour compléter ces points, la question de l'eau de pluie. De l'eau de pluie, c'est quelque chose à regarder de près pour récupérer l'eau de pluie de façon à pouvoir l'utiliser sur certains points. Alors attention, l'utilisation de l'eau de pluie et des eaux, ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles, c'est réglementé. L'eau de pluie n'est pas utilisée les usages ne sont possibles que pour les non alimentaires et non corporels. Attention à ça, c'est très réglementé, et il y a aussi des normes. Il faut voir les normes qui s'appliquent chez vous, les normes de l'ARS, notamment sur les chasses d'eau qui peuvent être ou pas autorisées. Mais sinon, c'est l'arrosage des espaces extérieurs et des nettoyages extérieurs. Alors les espaces verts, notamment, qui sont très importants dans certaines de vos activités. Donc bien sûr, sur l'arrosage, le matin tôt, l'arrosage en goutte à goutte, et aussi des techniques d'entretien, le paillage notamment, et de mettre en place des essences locales. Donc là, c'est intéressant de travailler, si vous avez beaucoup d'espaces verts, de travailler avec des professionnels de ce secteur pour vous conseiller sur les essences adaptées. Et dernier point, sur les bassins, les piscines, vous savez, et vous le faites bien sûr, bâcher la piscine en dehors des horaires d'ouverture pour limiter l'évaporation. Bâcher la terrasse également, ou les terrasses, pour limiter la salissure et donc moins nettoyer, moins utiliser d'eau. Récupérer les eaux de débordement. Réduire au minimum le nombre de vidanges par rapport au nettoyage des bassins. Et puis, pareil, travailler sur la récupération des eaux de nettoyage des filtres et des eaux de vidange, à travers des bassins que vous pouvez installer, des systèmes que vous pourriez installer, de façon à pouvoir récupérer et réutiliser l'eau sur les espaces verts, notamment. Voilà. Donc tous ces points vont être illustrés par nos témoins, à qui je vais donner la parole. Donc d'abord, Madame Claire. Madame Claire qui a un salon de coiffure, Christine Coiffure, en Savoie, au Bourget-du-Lac. Et donc, Madame Claire, je vous laisse la parole pour nous expliquer ce que vous avez mis en place dans votre salon. Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai commencé par le changement des douchettes au niveau de mes bacs, quelque chose qui a été assez facile à installer. Ce sont des douchettes EcoAid qui ont des microbilles à l'intérieur et qui permettent d'envoyer de l'air et d'éclater l'eau de façon à ce qu'on ait une consommation beaucoup moins importante. Ça donne beaucoup de débit, donc du coup, on ouvre beaucoup moins fort notre robinet. On l'ouvre très peu, plutôt qu'avant, on l'ouvrait à fond. Et notamment pour nous, au niveau des cheveux, ça nous permet de rincer très vite. Donc du coup, une utilisation bien moins longue. C'est assez apprécié des clientes. Elles n'ont pas forcément remarqué de différence ou justement trouvé que le débit était assez léger et assez fluide. Le coût n'a pas été trop important. J'ai payé 110 € à peu près la douchette hors taxe. Et après, la deuxième chose que j'ai mis en place, c'est des utilisations de peignoirs avec un col en silicone
qui nous permet, pour tous les shampoings, pour le travail effectué devant, de ne pas mettre de serviettes. Donc, ce qui fait que du coup, par cliente, je n'utilise qu'une serviette au lieu de 2 avant, une seule pour l'essorage des cheveux, ce qui me permet de faire beaucoup moins de machines. Du coup, j'ai divisé mes quantités de machines par 2. Donc voilà, ce qui est pareil, ce qui est très apprécié au niveau des clientes. Et là aussi, un faible coût, je crois, sur ce Oui, dispositif. voilà. Et les peignoirs, je les ai payés donc dans les 37 €, ce qui est un prix tout à fait très, très correct par rapport au prix des peignoirs classiques. Ils ont une très belle résistance. On les passe au sèche-linge à chaque fois. Et là, ça fait 1 an que je les utilise et du coup, ils sont toujours aussi impeccables. Très bien. Ben, merci, Voilà. Madame Claire. Il y aura peut-être des questions qu'on Oui. prendra après sur votre expérience. Deuxième témoignage, donc on change de secteur d'activité, on passe dans l'hôtellerie avec Monsieur Nobili, qui a 2 hôtels, un à Montélimar et un à Montluçon, des hôtels d'une 40-50aine de chambres. Et donc, Monsieur Nobili, vous allez nous parler de ce que vous avez mis en place dans vos hôtels. Oui, bonjour à tous. Donc, nous avons mis en place au niveau des lavabos, donc au lieu d'avoir déjà un débit de 6 litres, nous sommes passés à un débit de 3 litres. Donc, il y a toujours des personnes qui sont un petit peu, disons, mécontentes par rapport à ceci, mais aujourd'hui, avec la problématique de l'eau et de la disponibilité qu'on peut avoir dans certaines régions, ça commence à se faire entendre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons mis des douchettes comme Madame. On est passé sur la marque New Jobsa et de 8 litres, on est passé à 4 litres et demi. Donc, on est à 60% d'air et 40% d'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est amené à faire une douche à 4 litres et demi par minute. Donc ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, sur la douche pluie, en fait, on est passé de 12 litres initial avec les bricants à 8 litres. Donc ça, c'est ce que nous avons fait au niveau de l'hôtellerie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en consommation d'eau, on va dire par client, on est passé de 200 à 100, une centaine de litres par personne. C'est sur la partie donc utilisation dans les chambres. La partie maintenant, puisque nous faisons sur les 2 établissements les éponges, on est passé sur le système de Danube avec la récupération du rinçage des serviettes et des thés sur le 3e cycle pour l'utiliser au 1er cycle. Ça veut dire qu'on récupère environ 50 à 60 litres par machine et ça nous permet d'économiser ça sur le lavage des éponges. Ça, c'est fait au quotidien. Sur l'expérience qu'on peut avoir à Montélimar et Montluçon, on a fait une économie cette année sur Montélimar, qui c'est plus grand que Montluçon, puisque Montluçon l'a fait dans le temps, donc on a moins d'expérience, on n'a pas de retour sur nos tableaux, et sur nos divisionnaires, sur nos compteurs. Mais sur Montélimar, on a fait une économie cette année de 3 500 € au niveau de nous sur la facture de la salle. Voilà de notre côté ce que nous avons fait. Maintenant, il nous reste juste à mettre la récupération d'eau pour les plantes. Et on aura fait le tour. Voilà pour nous. On fait des indications aussi sur la clientèle avec tout ce qu'on a mis en place. Et sur la gestion du linge, on a une réglementation au niveau des l'hôtellerie qui nous oblige aussi à demander aujourd'hui si les gens restent une semaine, s'ils veulent bien garder leur drap et couette sur la semaine. Ce qui n'était pas obligatoire avant, mais maintenant c'est obligatoire. C'est rentré dans les nouvelles normes au niveau de la certification à toute France en 3 étoiles ou 4. Donc voilà, avec des modifications qui sont faites à ce niveau-là. Voilà pour nous les économies. Au niveau des sous-compteurs, peut-être pour préciser comment vous suivez justement ces consommations. Vous m'expliquiez que vous aviez donc un relevé mensuel sur un simple tableau Excel, peut-être. Oui, voilà, on fait les relevés sur chaque secteur. Donc sur la partie cuisine, on fait ça sur la partie cuisine, on fait ça sur la partie laverie sur Montluçon. C'est différent par rapport à Montélimar, mais c'est le même principe. La partie cuisine, la partie laverie, la partie jacuzzi hammam. Donc, ça veut dire que, par exemple, depuis 3 ans, sur la partie hammam, jacuzzi et sauna, on a utilisé 50 mètres cubes. Donc, on est capable de voir la progression et l'utilisation de l'eau, s'il y a des fuites ou pas, s'il y a un dysfonctionnement.
Et sur la partie chambre, là, ensuite, puisque quand on a déduit toutes ces parties, on est capable de savoir la consommation d'eau par client au niveau des chambres. Et donc, vous suivez tout ça simplement sur un tableau. Sur un tableau Excel, oui, tout à fait. Et de toute façon, on est dans la prévision d'être certifié écolabel, donc européen, donc on est obligé d'avoir tout ça pour la présentation pour 2024. Et ce qui est peut-être important de dire, c'est que ça peut être suivi simplement, pas besoin d'acheter un logiciel hyper sophistiqué, hyper cher, etc. Ça se suit tout simplement sur une fois par mois. Voilà. Oui, tout à fait. On fait une fois par mois et c'est comme l'électricité et le gaz. Ça permet d'avoir un bon retour sur la consommation d'eau au sein des établissements. Et d'autres projets à venir, dans un avenir proche, sur les lots? Oui, mais vous en avez parlé, mais je ne sais pas si qu'on ait une modification au niveau de l'ARS, et ça serait de basculer les eaux de pluie en fait au niveau des toilettes et d'avoir après aussi bien sûr un compteur pour le rejet ou de ce qu'on consomme au niveau des circuits, quoi. Mais on pourrait faire des circuits alternatifs pour les toilettes au niveau des établissements, c'est une certitude. Voilà, donc sur ce point, effectivement, ça nécessite une évolution de la réglementation, mais c'est quelque chose qui peut aller assez vite. C'est-à-dire que au niveau de la réglementation, c'était des choses qui n'étaient pas forcément prises en compte, l'économie d'eau. Maintenant, c'est le cas, donc ça évolue. La réglementation évolue. Donc, il faut rester vigilant, en veille là-dessus par rapport à ces évolutions qui vont permettre à un moment donné de passer là-dessus. Voilà. De passer dessus. Après, au niveau des sensibilisations au niveau des salariés, ils ont tous une formation une fois par an sur comment faire attention à la gestion des déchets, puisque c'est une obligation aussi avec la démarche clé verte ou écolabel. Donc ça, c'est important. Et aussi au niveau des clients, puisque au départ, quand j'ai mis les douchettes, j'avais une cliente qui me disait non, mais c'est insupportable ce que tu m'as mis 3 mois après, elle m'a acheté 4 douchettes pour mettre chez elle. Ça veut dire que c'est des personnes aussi qui ont une attitude qui évolue, un changement aussi de la sensibilisation sur l'eau, quelle la quantité on aura demain. Donc en fait, tout le monde a une réflexion et tout le monde va vers ce point intéressant et ça, c'est chouette. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Monsieur Prévalet, du domaine du gouverneur dans l'Ain, un Montieu dans la Dôme, et donc vous gérez un golf 3 parcours, et donc vous allez nous expliquer un golf qui s'étend sur 400 hectares, et vous allez nous expliquer ce que vous avez mis en place. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, la conscience de l'économie d'eau chez nous est cruciale. Pas d'eau sur les golfs, pas de golf. Et c'est d'autant plus, on est dans une zone assez sensible de marécage et d'étangs. Donc ce souci de l'économie d'eau, on l'a depuis à peu près une dizaine d'années. Et ce qui nous a amené à mettre en place un projet de rénovation du système complet d'irrigation qui devenait obsolète et qui fait plus d'eau qu'il n'en fallait. Donc, on a axé le projet sur 4 grands chapitres. On a commencé par, il y a une dizaine d'années, recréer des réserves suffisantes. Ces réserves qui sont naturellement alimentées par les eaux de pluie et les bassins versants. On a à peu près constitué une réserve de 100 000 m3 d'eau. Ensuite, on a décidé donc de revoir l'ensemble du système de distribution d'eau sur le parcours, en commençant par les stations de pompage. On a redimensionné les stations de pompage en fonction des besoins, avec notamment des pompes et des moteurs électriques plus performants en termes énergétiques. Ces stations de pompage sont reliées à des compteurs numériques. Donc, on sait exactement au gramme près, je dirais,
quelles sont les consommations au quotidien. Ensuite, quand on a eu fait les stations de pompage, on a refait complètement le réseau primaire et secondaire d'irrigation, à savoir tout ce qui est dimensionnement des tuyaux primaires et tuyaux secondaires, jusqu'au niveau des arroseurs, avec des appareils dernier cri, je dirais, à haute technologie. Chaque arroseur est muni d'une électrovanne et on peut gérer arroseur par arroseur la quantité d'eau à apporter et le balayage de l'arroseur, soit 180, soit 360, pour n'arroser que en fonction du besoin de la plante. Pour ça, donc, les arroseurs sont aidés par un système de station météo, de sonde d'humidité et un programmateur, un ordinateur, un logiciel qui, en fonction des besoins, distribue l'eau exactement en fonction du besoin de la plante. Donc ça, c'était le deuxième axe. Le troisième axe, c'est le travail du sol. Donc, on est reparti sur des bases agronomiques. Pour nous, l'important, c'était de reconstituer les réserves utiles du sol, ce qu'on appelle les RFU, par des travaux mécaniques, donc de décompactage notamment, de sablage et de chaulage, ce qui permet au sol de retenir l'eau au maximum, éviter qu'elle ne se perde et qu'elle soit disponible pour la plante. Et ensuite, le dernier axe de travail, c'est tout ce qui est regarnissage et graminées à gazon qui sont complètement résistantes à la sécheresse, notamment tout ce qui est fétu, chien-dent et hermuda. On arrive à économiser à peu près 30% d'eau simplement en regarnissant avec des graminées priées. Alors, ce que je peux peut-être rajouter, c'est que bon, nous, on est un peu surveillés comme le lait sur le feu par la DDT et l'OFB. Parallèlement à ça, on a un registre hebdomadaire de prélèvement d'eau qui sont affichés et disponibles dans notre bureau et qui sont aussi disponibles auprès de la Fédération française de golf, qui collecte les données des golfs de l'Hexagone et toutes ces consommations d'eau sont, comment dirais-je, sont lisibles par tout le monde. D'accord. Voilà. On a sur ce travail qui a été réalisé depuis une dizaine d'années, je disais, on a pu, sur certaines zones du Golfe, économiser jusqu'à 70% d'eau. Ce qui a incité l'agence de l'eau à nous octroyer des subventions de l'ordre de 25% du montant global de l'investissement, qui s'élève à peu près à 650 000 euros. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ces éléments très complets. Du coup, on va passer sur les questions. S'il y a déjà des questions qui ont été posées, je ne sais pas, Cathy, si tu as pu regarder. Alors, on a un petit souci technique, c'est Fred qui va s'occuper des questions parce que je ne les vois pas. Il y a plusieurs questions. On a une question de Christophe qui nous demande une source très importante d'économie d'eau est l'utilisation des toilettes sèches. Est-ce qu'elles peuvent être utilisées dans les ERP? Alors, oui, je dis oui parce que notamment je pense à une vidéo qui a été tournée justement dans le cadre de nos actions de sensibilisation, une vidéo dont je parlerai à la fin, qui a été tournée sur un camping ardéchois et qui fait mention justement de l'installation de toilettes sèches.
Et j'ai l'impression qu'il y a une autre question. Avez-vous formalisé un plan de sobriété hydrique? Donc, ça, c'est la question doit s'adresser, je pense, à monsieur au niveau du golfe, hein, je pense, par rapport à la quantité d'eau utilisée. Est-ce que vous avez... Oui, alors nous, on est quand même soumis donc à l'arrêté sécheresse, hein, donc on est encore une fois surveillé comme le lait sur le feu. Donc on est régulé par l'OFB et la DP. Et ces fameux registres de prélèvement hebdomadaires d'eau sont régulièrement consultés, en fait, hein. Oui, parce que donc comme je disais tout à l'heure, chaque activité, chaque typologie d'activité va avoir des restrictions. Enfin, il y a des grandes familles et les activités, les terrains pour activités sportives comme le golf, c'est une catégorie parmi d'autres. Donc, et après, il y a la rubrique des piscines, notamment, où il va y avoir, en fonction de l'état, du niveau d'alerte du territoire, des restrictions plus ou moins importantes. Il y a d'autres restrictions qui s'appliquent. En fait, c'est fonction des usages. Voilà. Et donc, il peut y avoir l'obligation d'un plan de sobriété hydrique. Ça, c'est surtout dans l'industrie. Il n'y a pas forcément d'obligation encore pour toutes les activités. Et puis après, il y a encore des différences entre les départements. Mais c'est quelque chose qui a vocation aussi à devenir homogène. Je crois qu'il y a une autre question. Comment sensibilisez-vous vos clients aux économies d'eau? Alors, ça doit s'adresser, ça peut s'adresser à tout le monde, hein. Je ne sais pas, Madame Claire, si c'est des questions, c'est des sujets que vous évoquez avec vos clients dans le salon, peut-être. Oui, tout à fait. Nous, on explique à nos clientes les raisons des changements et le but. Et oui, c'est quelque chose qui les intéresse et qui les amène à nous poser des questions, en effet. Tout à fait. Ok. Et donc, ça a été dit au niveau de l'hôtel, Monsieur Nobili. Donc là, c'est clairement affiché. On le voit dans les hôtels, hein, les consignes et des recommandations sont affichées. Et au niveau du golf aussi, j'imagine. Oui, ben, nous, c'est clair, à partir du mois de juillet, on voit que les gazons commencent à changer de couleur, hein. Les gazons et les golfs verts, 365 jours par an, ça n'existe plus. Donc, quand les végétaux commencent à souffrir de manque d'eau, forcément, les joueurs nous interpellent. Donc, c'est à ce moment-là qu'on leur explique exactement d'abord pourquoi c'est comme ça et quelle va être la tendance dans les prochaines années, en leur disant que ce que je vous ai dit à l'instant, c'est que on ne pourra pas maintenir des parcours aussi verts qu'ils ne l'ont été jusqu'à maintenant toute l'année. Les périodes estivales, ce ne sera plus le cas. Et ce qui nous aide beaucoup, nous, dans notre communication, c'est de voir des grands tournois internationaux comme le British Open, par exemple, où depuis 5-6 ans, on ne voit plus du tout à la télévision des golfs verts, mais on voit les greens, là où il y a le drapeau, les départs verts, et le reste, c'est complètement jaune. Donc pour nous, c'est plus facile d'argumenter auprès de nos clients. Oui, c'est-à-dire que ça va devenir la norme et ça Voilà. va rentrer dans les habitudes de tout un chacun, quoi. Voilà. Tout à fait, et c'est plus acceptable, disons, pour le client de voir qu'il n'y a pas que chez lui en fait que c'est grillé, mais que c'est partout pareil et que ça le devient de partout, quoi. D'accord. Ben, merci pour ces réponses et ces premières questions. Donc, vous pouvez continuer à poser des questions dans le chat. On continue sur la partie aide, les accompagnements. Donc, de quelles aides vous pouvez
bénéficier sur vos projets d'économie d'eau. Donc, c'est une situation à l'instant T, on va dire, parce que c'est des choses qui peuvent aussi évoluer. Donc, c'est possible que vous ayez des aides locales avec des acteurs locaux, donc ça, il faut regarder au niveau local. On va vous parler plus des aides nationales qui proviennent de l'État et qui passent par 2 types d'organismes, l'ADEME d'une part et les agences de l'eau d'autre part. Donc, pour ce qui est de l'ADEME, on va rentrer dans le détail à travers 2 dispositifs, un qui s'adresse aux entreprises de la restauration et de l'hébergement touristique, le fonds de tourisme durable, et le dispositif tremplin qui est plus large sur les autres activités. Alors, bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter, moi, le fonds tourisme durable, qui est un fonds spécifique de l'ADEME pour toutes les activités à destination des professionnels du tourisme. Donc, ça concerne la restauration, les hébergements touristiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fonds a été mis en place en priorité pour des communes rurales. Donc, vous avez une liste qui sera disponible là, sur le lien indiqué. Donc, une liste de ces communes. Donc, voilà, déjà, première chose, vérifiez que vous êtes bien sur une commune éligible. Ensuite, vérifiez que vous avez un code NAF, du coup, qui est bien éligible donc, dans l'activité de restauration ou d'hébergement. Et puis, du coup, le dépôt de dossier ne peut se faire que pour un minimum de demande d'aide de 5 000 €. Donc, en gros, voilà, des projets qui vont bien au-delà de 5 000 €. Et puis, avec un maximum de 200 000 € d'aide. À noter aussi que des projets de rénovation peuvent être financés. Donc, les SCI sont éligibles, par exemple, à ce titre-là. S'il y a un projet de rénovation d'un bâtiment pour en faire une activité touristique, donc c'est également possible. Tu peux passer, Laurence. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'actions éligibles au titre du fonds tourisme durable. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant pour ces professionnels. Là, j'ai extrait du coup que les actions éligibles au titre de l'eau. Donc, par exemple, en restauration, la formation des équipes à tout ce qui est éco-gestes, voilà, ça peut être financé à hauteur de 2 000 €. Les dispositifs d'économie d'eau en cuisine, donc tout ce qui est robinetterie, tout ce qui est réducteur de débit, voilà, qui permet de limiter les consommations. Bon, par contre, des installations type bac de plonge ou lave-vaisselle, laveur ne sont pas éligibles. Donc là, on vous a mis en rouge les évolutions de 2024 puisque le fonds tourisme va évoluer. Donc voilà, vous avez, c'est des petits détails, mais voilà, des équipements qui disparaissent, d'autres qui sont rajoutés. On peut passer à la suivante. Sur les dispositifs d'économie d'eau dans les sanitaires également. Donc là, vous avez tout ce qui est équipement des lavabos, équipement pour les WC, équipement de suivi des consommations d'eau, les toilettes sèches, avec un plafond à 500 € actuellement, mais qui va augmenter à 1 000 € en 2024. Et puis, la même chose pour les espaces extérieurs et les potagers. Donc, tout ce qui est arrosage économe, le goutte à goutte, les dispositifs qui permettent de limiter l'évaporation, le choix d'espèces peu gourmandes en eau, le raccordement à un puits existant. Donc, tout ça voilà, peut être financé à hauteur de 500 € et donc jusqu'à 1 000 € en 2024. Voilà, vous avez donc là, c'était pour la restauration. Pour le secteur hébergement touristique, vous avez grosso modo la même chose. La formation, avec en particularité pour les hébergements, du coup, la bâche de nuit pour les piscines. Donc là, vous pouvez être financé jusqu'à 5 000 € sur cette bâche de piscine. Sur les dispositifs d'économie d'eau, donc c'est la même chose pour les salles de bain des chambres, avec tout ce qui est économiseur, détecteur de mouvement, mitigeur thermostatique. Le fait de mettre aussi l'eau chaude en circuit fermé pour favoriser l'arrivée d'eau chaude plus rapidement. Donc tout ça, c'est à hauteur de 180 € par chambre. On a également les toilettes sèches. Donc là, avec une augmentation du plafond à 1 500 € en 2024. Et puis, le solaire. Donc, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'aide sur le solaire, mais là, sur ces professions-là, donc on a le solaire thermique, l'investissement en solaire thermique, qui peut être financé à hauteur de 1 000 à 1 260 € par mégawattheure.
avec un installateur qui doit être qualifié RGE. Donc, pour chaque action financée, il y a des critères qui sont détaillés. Donc, voilà, ça, il ne faut pas hésiter à nous consulter pour connaître ces critères plus en détail. Sur les autres types d'actions, la récupération des eaux de pluie, donc ça a été évoqué, elle peut être financée à hauteur de 2 500 € pour une cuve de 10 mètres cubes. Donc là, on parle de cuves enterrées, donc plutôt des grosses cuves. Une autre action, donc là, c'est M. Nobili qui en a parlé, de l'écolabel européen. Les établissements peuvent être accompagnés à hauteur de 12 000 € sur la mise en place de cet écolabel européen. Et puis, il y a également la certification qui peut être aidée à hauteur de 2 000 €. Donc là, soit sur le service d'hébergement, soit éventuellement sur un produit. Voilà. Je crois qu'on a fini. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple parce que du coup, vous voyez que les aides sont différentes en fonction des actions. Mais pour un gîte qui a déposé son dossier cette année, avec l'achat de 2 sèche-linges performants, la mise en place de dispositifs d'économie d'eau, la mise en place d'une chaudière biomasse, l'achat de broyeurs de végétaux, voilà, il avait une enveloppe globale de 67 000 € et il va avoir une aide d'environ 35 000 €. Donc à peu près 50% d'aide. Donc voilà, pour les établissements de ces secteurs-là, c'est vraiment un dispositif qui est très intéressant. Les points de vigilance, c'est que voilà, c'est quand même un dossier qui est assez lourd à mener. Donc il faut se rapprocher des partenaires du Fonds Tourisme Durable, donc les CCI sont partenaires, pour voilà, faire tous les préalables. Il y a un diagnostic environnement à faire avec la CCI au préalable. Et puis pour étudier surtout tous les critères d'éligibilité par action qui sont parfois exigeants et qu'il faut savoir interpréter. Voilà. Donc, ah oui, une dernière. Donc ça, c'est tremplin. Donc là, on est bien, par contre, on sort du cadre Fonds Tourisme Durable, on est bien sur tous les secteurs d'activité. Donc tremplin, c'est pareil, il n'y a pas que des actions sur l'eau, il y a tout un tas d'actions sur l'éco-conception, enfin voilà, sur beaucoup d'autres champs du développement durable. Mais il y avait deux actions en lien avec l'eau là-dessus, donc le solaire thermique qui peut être financé du coup, et la récupération d'eau de pluie. Donc là, on était sur les cuves de récupération inférieures à 10 mètres cubes, en sachant que ça, malheureusement, ça va visiblement disparaître en 2024. Voilà, donc pareil, sur Tremplin, il y a un même site en fait qui est Agir pour la transition. Vous montez votre dossier en ligne sur ce site et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller CCI pour vous aider à monter ce dossier. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et dans tous les cas, on va le redire, c'est à faire, monter le dossier avant de faire les investissements. Tout à fait, avant même que les devis soient signés. Voilà. Important. Alors, autre source de possibilité de financement, donc on l'a vu illustré au niveau du Golfe, c'est les agences de l'eau. Donc, les agences de l'eau, le territoire français est découpé en plusieurs agences de l'eau. Nous, notre région Auvergne-Rhône-Alpes, on a deux agences deux agences qui sont sur le territoire, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, ce qu'il y a en commun au niveau des agences de l'eau, donc c'est des organismes d'État dont l'objectif c'est de réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques, mais chaque agence a son propre programme d'action et c'est avec ses propres modalités et ça peut différer entre une agence et l'autre. C'est le cas justement sur les deux agences qui nous concernent. Donc la première chose, c'est de vérifier de quelles agences vous dépendez. Si vous êtes sur un territoire un peu à cheval, vous avez un doute, ça il faut vérifier. Et puis ce que je viens justement de dire, c'est qu'il faut d'une manière générale, sur les aides publiques, il faut pas engager de dépenses et de signer de devis avant d'avoir fait des dossiers d'aide, sinon après c'est trop tard et des fois c'est un peu dommage. Donc après sur les agences,
Donc, Agence de l'eau Rhône-Méditerranée, il y a actuellement, à ce jour, là, un appel à projet sur la sobriété en eau des acteurs économiques, qui peut vous intéresser. Et il y en a un autre en parallèle sur l'agence Loire-Bretagne. Sur ces deux agences, la particularité, c'est que ça concerne des projets qui vont permettre, dans les deux cas, une économie d'eau annuelle d'au moins 5000 mètres cubes. Donc, du coup, ça s'adresse à des projets d'envergure qui vont permettre des grosses économies d'eau. Donc, si c'est votre cas, du coup, c'est intéressant de regarder dans le détail l'éligibilité, ce qui peut être aidé ou pas, etc. Et là, vous avez un peu les conditions qui sont différentes sur une agence et sur une autre. Voilà. Donc, vous aurez les liens aussi dans le support. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont apparues. Alors, il y a une question, je pense, sur l'ADEME. Les aides sont-elles uniquement valables sur de la rénovation, aménagement de l'existant, ou y a-t-il des actions pour les constructions? Alors, si j'ai bien compris la question, pour des constructions nouvelles, Oui. C'est le cas en effet, oui. Alors, ouais, non, je ne suis pas sûre parce que sur du neuf, il y a des nouvelles normes et du coup, ça ne fonctionnera pas forcément puisque les enveloppes qui sont attribuées dans le cadre de rénovation, c'est sur de l'isolation, etc. Donc, je ne pense pas que cela s'appliquerait à un bâtiment neuf. Mais de toute façon, voilà, ce qu'on vous conseille, si vous avez un projet, c'est de vous rapprocher du conseiller de votre chambre de commerce et d'industrie pour partager votre projet et voir ce qui est possible pour vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous souhaitez poser d'autres questions, on attend quelques instants. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Bon, du coup, on va juste continuer. Donc, on arrive au bout de ce webinaire. Donc, quelques liens utiles pour compléter. Donc, un lien vers la page dédiée sur le site de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a une page dédiée à ce sujet de la sobriété et efficacité hydrique dans les entreprises où vous retrouvez pas mal d'informations et aussi donc les liens vers les webinaires qui ont pu être réalisés, comme je le disais, avant l'été sur l'aspect réglementaire, arrêtés préfectoraux et aussi sur les vidéos tournées dans différents secteurs d'activité, dont notamment donc, un camping ardéchois où les personnes expliquent ce qui a été mis en place. Donc, ça vient compléter notre webinaire d'aujourd'hui. Et puis, donc, on vous invite à contacter le conseiller environnement de la CCI de votre département ou pour l'artisanat, ce qui est le cas du secteur de la coiffure, votre chambre de métier et d'artisanat qui fait partie de ce partenariat avec la préfète de région et qui agit bien sûr aussi sur ce sujet parmi les autres. Donc d'ailleurs, je voulais remercier le collègue de la chambre de métier qui m'a mis en contact avec Madame Claire pour illustrer ce métier à travers les économies d'eau. Je crois qu'il y a une petite remarque. Je ne comprends pas ce qui est écrit. Le fonds de tourisme durable est porté par des ADTS. Je ne sais pas ce que c'est des ADTS. Oui, les agences de tourisme, pardon. Les agences de tourisme, voilà. Oui. C'est ça, il y a plusieurs partenaires, il n'y a pas que des CCI, il y a plusieurs partenaires. Voilà. Il faut identifier quel est votre partenaire sur votre territoire, en effet. C'est ça.
Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à remercier les intervenants. Donc, Madame Claire, merci beaucoup pour votre témoignage sur ce que vous avez fait dans votre salon. Monsieur Nobili également, au niveau de votre hôtel. Monsieur Prévalet pour les explications sur ce que vous avez mis en place sur le golf. Merci Cathy pour ton intervention sur les aides. Et merci à tous pour votre participation. Vous pourrez réécouter ce webinaire en replay. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Au revoir.